le legs des Pygmées du berceau nilotique à l'Égypte. Les Pygmées, maîtres du temps du pays des arbres, ont contribué à la connaissance, au développement et aux civilisations, à travers leur savoir et savoir-faire, ainsi que par les échanges qu'ils ont pu établir. Qu'il s'agisse de la musique, de la chorégraphie sacrée, de la danse astrale, de la pharmacopée, de la botanique, de la zoologie, de la cosmogonie ou encore de l'écologie, ils sont présents depuis la nuit des temps. Ainsi, Bès, divinité égyptienne apparentée aux Pygmées, fait l'objet d'un culte de la fécondité. Il est associé à la déesse Hathor et à d'autres divinités comme Horus, Tauret, Isis, Thoth. Il est le protecteur contre le mal et veille sur les femmes en couche. C'est d'ailleurs aussi le protecteur des nouveau-nés, des jeunes dieux comme Harpocrate. Divinité populaire, apotropaïque, Bès symbolise la joie, les arts. Il a traversé toute l'époque pharaonique. Du berceau nilotique à l'Égypte ancienne jusqu'au bassin méditerranéen au Proche-Orient et dans le reste du monde, étant donné l'importance du legs séculaire dont sont dépositaires les Pygmées, le devoir d'inventaire s'impose pour une meilleure production de la connaissance et du savoir. Et ainsi, permettre la réconciliation des civilisations africaines avec l'histoire universelle. Une œuvre de Victor Bissengue, chercheur en anthropologie, en sciences de l'éducation et de la communication. Il est l'auteur d'ouvrages sur les Pygmées, de plusieurs études au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, d'articles de presse, et il est surtout aussi le créateur des sites internet sangonet.com et akagengapygmée.org. C'est au XIIIe siècle, dans une région qui touche le Mali et la Guinée actuelle, que se situe le pays mandingue, où va régner Soundiata Keïta, qui n'aura de cesse d'accomplir sa mission, l'abolition de l'esclavage. Pour mener à bien son action, il fait prêter serment à ses pairs de la confrérie des chasseurs sur la charte du Mandème. Son exigence de liberté, son refus de l'abandon des plus faibles et sa volonté d'organiser la solidarité dans le cadre de l'intérêt général guide Soundiata Keïta, qui, avec la charte du Mandème, replace l'homme comme référence première et proclame ici son attachement aux principes fondamentaux de l'harmonie sociale. À partir d'éléments de civilisation, récits, chants et mythes, cet ouvrage, qui apporte des éléments inédits, nous donne à comprendre la grande histoire du Mali. En 1212, Soundiata Keïta et ses confrères élaborèrent le serment des chasseurs, communément appelé Charte du Mandème, visant à abolir à tout jamais l'esclavage et la traite. Tant que nous détiendrons le carquois et l'arc, jurèrent-ils au triangle d'Ancône, lieu de culte par excellence des chasseurs, aucun malinqué ne sera désormais vendu ou troqué contre du sel gemme ou des chevaux. La charte du Mandème a été recueillie en 1965 auprès de Fadjiba Kanté à Tégué par Youssouf Tata Cissé qui l'a transcrite et traduite. Édictée en 1212, elle fut solennellement proclamée en 1222. Programme numérique Label Mahon, proposé et coordonné par le Cercle du Marronnage, la Coalition 2011 et le Mouvement international pour les réparations, section France. Nous voici donc bien au cœur de ce qu'on peut appeler un affrontement de paradigmes. MIR, Mouvement international pour les réparations. Hommage à l'érudit et à l'enseignant Karamoko Youssouf Tata Cissé, 1935-2013. Nous sommes le 9 décembre 2021. Nous enregistrons ce programme Label Mahon la veille de la Journée internationale des droits humains décrétée par les Nations Unies le 10 décembre 1948.
Et en amont de cette déclaration universelle du XXe siècle, une autre déclaration portée par des Africains La charte du Mandé est structurée autour de 7 articles et d'un préambule sacré. La charte du Mandé s'organise autour d'un préambule sacré et de 7 sections de la parole. 1222-2022, cela fait 800 ans depuis le passage de la comète de Halley et l'intronisation de Soundiata Keïta comme empereur du Mali. Lorsque les grands maîtres d'initiation du Mandème se sont réunis en ce milieu du XXe siècle pour confier à Karamoko Tata Cissé la diffusion hors du cercle des initiés du serment des chasseurs 1212, lequel deviendra constitution de l'État du Grand Mali, ils ont placé l'agenda du mouvement de libération africain pour les décennies à venir. L'inscription de la première section de cette parole sacrée au sein du premier mémorial européen aux esclaves, inauguré en 2012 dans la ville de Nantes, qui fut le premier port négrier de France, marque une étape dans la longue marche. Les enfants de Sanéné et Contoron font, à l'adresse des 12 parties du monde et au nom du Mandème tout entier, la proclamation suivante. Toute vie humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. C'est cette idéologie qui, des millénaires auparavant, a présidé à la fondation de la première dynastie de l'Égypte antique, évoluant sous le sceau de la Mahat. Karamoko Youssouf Tata Cissé a accompli sa mission. Il est pour nous l'homme siècle. Il y a 8 ans, le 10 décembre 2013, le professeur Youssouf Tata Cissé s'en allait. Drôle de circonstance, un voyage, la date de la Déclaration universelle des droits humains. Nous allons écouter un enregistrement de Fantaka autour du professeur Youssouf Tata Cissé. C'est parti. Je pense que pour bien comprendre l'œuvre de Youssouf Tata Cissé, il faut savoir qui il est en fait. Youssouf Tata Cissé est né en 1935, dans le territoire qu'à l'époque coloniale on appelle le Soudan français, et qui, à l'indépendance en 1960, va devenir le Mali. Il est né dans la région de San, donc à proximité de la vallée du Niger, non loin de la ville de Saï, qui est située elle-même à environ 200 km au sud-ouest de la ville de Souan. Je le précise juste pour rappeler que les migrants tendent toujours à rebaptiser leur nouveau lieu d'implantation du nom des anciens. Et en la matière, les migrations intracontinentales ne font pas exception à la règle. Pour ce qui concerne Youssouf Tata, il descend en ligne droite de Diabé Cissé, qui fut le fondateur du royaume de Ghana en moins 3000 avant JC, dans une région qui est actuellement à cheval sur la Mauritanie et le Mali. Un royaume qui, à partir de moins 300 avant JC, va entrer dans une phase d'expansion qui peut justifier que certains l'aient dès lors dénommé Empire de Ghana, puisque son expansion lui permettra d'englober à l'est jusqu'à l'actuelle région de Sokoto au Nigeria. Ce vaste État essuiera de multiples agressions, notamment des esclavagistes musulmans, et il finira par s'étioler et par être achevé au XIIe siècle, lorsque la province du Soso et ses forgerons vont s'en émanciper. Les forgerons étant ceux qui fabriquent les armes.
Donc, cet État d'Afrique de l'Ouest sera globalement maintenu plus de 4 millénaires, de moins 3000 à grosso modo 1200, au cours desquels 45 dynasties se seront succédées, dont 44 Cissé. Le fondateur, Diabé Cissé, avait migré de la vallée du Nil, où l'état de ses ancêtres avait été en proie à des conflits de succession, et leur grand ancêtre, qui se nommait Mami, était celui qui avait domestiqué les chevaux sauvages qui étaient alors nombreux autour des cours d'eau. Le nom même de Cissé renvoie à la chevalerie. La domestication d'une race locale de chevaux avait permis à l'ancêtre Mami de bâtir un État dont la capitale, précisément, s'appelait Saï, la ville dont j'ai parlé au début de mon intervention, et dont l'emplacement se situe dans l'actuel nord du Soudan, à quelques centaines de kilomètres au sud-est de la ville que les Arabes qui occupent aujourd'hui les lieux appellent Assouan, en Égypte actuelle. Voilà. Ça, c'est sur les migrations et le fait qu'on retrouve toujours les noms des localités. Mais en fait, ce qui me paraît ici essentiel de dire, c'est que ce que Youssouf Tata a toujours, quant à lui, mis en avant, c'est pas sa généalogie, mais c'est son adhésion à la confrérie des chasseurs. La société initiatique dénommée des enfants de Sanene et Kontoro, qui signifie ceux qui ont goûté Sanene, qui ont goûté à la mort et qui en sont revenus. Par ces temps d'écologie militante pour celles et ceux, je ne sais pas, végétariens ou véganes qui auraient directement été découragés en entendant confrérie de chasseurs, je leur demanderais de patienter un tout petit peu. Les apparences sont parfois trompeuses quand on juge de l'extérieur. Et donc, qu'ils prennent déjà en considération qu'il n'est pas donné à tout le monde de s'enfoncer des semaines seul dans la brousse africaine avec son petit hamac. Ça, c'est une première chose. Je veux dire, la brousse africaine, c'est pas la forêt de Rambouillet, quoi. Et deuxième point, que c'est à l'honneur de ces chasseurs, qui sont en premier lieu des chercheurs de savoir, parce que ce ne sont pas de simples porteurs de carquois, quoi, ou de fusils, et bien donc, qu'ils sachent que c'est à l'honneur de ces gens de prendre en charge parallèlement la défense physique des habitants et de prendre en charge le fait de les pourvoir en gibier et en remèdes pour ceux qui en ont besoin, puisqu'ils sont souvent également spécialistes des plantes médicinales. Alors le propre de cette société, cette confrérie des chasseurs, c'est de ne faire aucune distinction entre les individus en fonction de leur origine sociale, raciale ou autre. Aucune des normes qui peuvent régner dans la société à tel ou tel moment, y compris de croire en Dieu, d'être circoncis, enfin bref, aucune de ces normes ne fait sens dans cette société. La seule distinction qui est opérante, c'est l'envie d'apprendre et le degré de connaissance. Chacun ayant à cœur de contribuer à élargir le niveau de conscience de la société. Et c'est d'ailleurs à cette société qu'adhérait Sundiata, qui au début du XIIIe siècle va s'engager dans la libération et la refondation de la gouvernance au Mandé, et va fonder sur la base de l'éradication de l'esclavage un nouvel État qui va s'inscrire dans l'histoire sous le nom d'Empire du Mali. Donc, pour conclure, les chasseurs, héritiers de ces communautés ancestrales itinérantes qui parcouraient dans les temps anciens librement ces vastes savanes giboyeuses qui aujourd'hui sont progressivement totalement remplacées par le désert, eh bien, ces chasseurs furent à un moment donné sommés de concilier leur idéologie, qu'on pourrait, oui, je pense que c'est pas abusif, qu'on pourrait qualifier de libertaire, et de concilier donc leur idéologie et leur impératif
de s'engager dans la construction d'entités politiques capables d'organiser valablement la résistance à l'agression continue aux frontières par des envahisseurs esclavagistes et de surcroît prosélytes. Nous voici donc bien au cœur de ce qu'on peut appeler un affrontement de paradigmes. Le Manden fut fondé sur l'entente et l'amour, la liberté et la fraternité. Cela signifie qu'il ne saurait y avoir de discrimination ethnique ni raciale au Manden. Tel fut le sens de notre combat. Vous venez d'écouter cette contribution de Fantaka. Avant de faire réagir le professeur Bissengue, je tiens à rappeler que nous avons passé un agréable moment, en tout cas plein d'enseignements. C'était le 7 février de l'année dernière qui marquait les 35 ans depuis la disparition du professeur Cheikh Anta Diop. À cette occasion, le professeur Bissengue nous a fait part aussi d'un certain nombre des travaux qu'il a fait en collaboration aussi avec Madame Louise Marie Diop Maes. Et bien entendu, le monsieur que vous voyez là connaissait aussi très bien Youssouf Tata Cissé. Un petit commentaire, professeur. Oui, je connaissais bien Youssouf Tata Cissé et nous avons eu l'occasion de travailler ensemble. Parce qu'il fut un moment, j'avais créé une association qui s'appelait Ardaka, qui veut dire Association pour la recherche et le développement de la culture africaine par l'audiovisuel. Et il était membre de cette association, membre du conseil d'administration. Et Madame Diop aussi a été membre du conseil d'administration de cette association. Et à travers cette association, nous avons eu l'occasion d'organiser un certain nombre de rencontres, entre autres 2 rencontres au Centre Pompidou. Et à l'une de ces occasions, Madame Diop était là, Germaine Dieterlen était là, Youssouf Tata Cissé était là également. Et nous avons abordé un certain nombre de sujets, entre autres tout ce qui tourne autour du Bogolan, du langage codé, des signes. Et le professeur Youssouf Tata Cissé m'a vraiment étonné par rapport à sa connaissance donc, de ces éléments traditionnels. Parce que le Bogolan, avant tout, c'est une sorte de teinture, mais appliquée. Teinture, c'est fait à partir de la boue. Et c'est appliqué sur les tissus, du coton tissé. Et ce coton tissé donnait un certain nombre de bandes. Et les bandes étaient associées pour constituer un paille, par exemple. Et le paille en question n'était pas assemblé n'importe comment. Il y a un sens et chaque bande a une signification, qu'il s'agisse de la partie supérieure, la partie inférieure ou la partie centrale. Eh bien, ça a un sens profond et les initiés le savaient. Et le professeur Youssouf Tata Cissé m'a, disons, formé à la lecture donc, du Bogolan. Et il m'a indiqué également que chaque signe se lit et il ne faut pas se tromper. Et également, j'ai été amené à le consulter parce qu'il y a eu une exposition sur l'art graphique du Mali à la Porte Dorée. Et à cette occasion, j'ai eu à intervenir aussi pour présenter un montage audiovisuel où on devait présenter les différentes associations qui œuvraient. Et ces associations étaient composées surtout des étudiants qui sortaient de l'école des arts et au Mali. Et à partir de ce moment-là,
eux, ils faisaient une application donc, du Bogolan, mais en intégrant des éléments modernes. Et quelquefois, ils se trompaient. Et c'est comme ça que à chaque fois, j'avais recours au professeur Diop, au professeur Youssouf Tata Cissé, qui m'indiquait là où il y a des erreurs et qu'il ne faut pas se tromper. Parce que j'ai été amené à d'abord faire un petit film, mais surtout un travail écrit et qu'il fallait donc donner des exemples. Et ces exemples-là partaient donc de ce qui est traditionnel, les pailles, tissus, et c'était surtout des femmes qui faisaient donc les dessins sur paille. Et en plus de cela, ça pouvait servir d'élément de dot pour les jeunes filles qui devaient regagner leur mari. Et tous les conseils sont contenus, sont imprégnés sur ces pailles. Et donc, c'est de cette manière-là. Et aussi, c'était une forme d'enseignement et pour attirer l'attention des jeunes et qui voyagent ou qui vont à certains endroits, etc. Et quant à ce qui concerne les artistes, eh bien, ils utilisaient comme un support pour faire de la peinture. Et aujourd'hui, le Bogolan a pris un essor à tel point que c'est devenu une mode. Et la plupart des stylistes aujourd'hui, voilà, ont recours au Bogolan, et surtout aux États-Unis, et bien sûr en France. Mais c'est grâce au professeur Youssouf Tata Cissé que j'ai été amené à m'imprégner donc de ce langage. Et c'est quelqu'un de très humble et qui pour faire passer le message, il se mettait au niveau de la personne et pour lui expliquer, décoder. Et même il a ce art-là de répéter la chose, mais d'une autre manière pour mieux faire comprendre les choses. Et vraiment, c'est une perte énorme que Youssouf soit parti si vite. On aurait aimé encore l'avoir avec nous, d'autant plus que il faut dire que le professeur, à l'origine, il était dans l'agronomie, l'agriculture. Donc, il était en contact avec les populations rurales. Et donc, il connaissait de très près tout ce qui s'est passé à ce niveau. Et par la suite, il était amené à faire un travail anthropologique, sociologique. Et c'est ainsi qu'il a fini par rentrer dans ce nouveau cadre où il avait comme professeurs et aussi collaborateurs des gens comme Germaine Dieterlen, Jean Rouch. Et là, je crois qu'il conviendrait de lui rendre vraiment un hommage. Alors, professeur Bissengue, tu disais tout à l'heure que le professeur Youssouf Tata Cissé était quelqu'un de très humble. Ben oui, le professeur Bissengue est aussi quelqu'un de très humble. C'est l'un des plus grands spécialistes de la question des pygmées et auteur de plusieurs articles. Mais est-ce qu'il y a un lien, parce que lorsqu'on était en train de travailler autour de ce programme numérique, tu m'avais parlé des PACA. Est-ce qu'il y a un lien entre le Bogolan, ces questions de codification avec les pygmées? Oui, alors c'est là où le professeur Youssouf m'a étonné, parce que à chaque fois que je parlais de l'Afrique centrale et des pygmées, de ces populations qu'on trouve essentiellement dans la zone de l'Équateur, et il va me dire, mais ce terme-là, on retrouve aussi au Mali. Ce terme-là, on retrouve au Sénégal. Alors, et pour me faire prendre conscience d'une chose, que c'est l'Afrique, elle est une
l'Afrique, sur le plan culturel, il y a des diversités, mais il y a quelque chose de commun. Et il m'a véritablement étonné parce qu'il a établi un certain nombre de noms avec leur signification. Et lorsqu'il j'ai pris connaissance, mais c'est comme si il parlait des différentes langues que je connais en République centrafricaine. Et là, c'est ça qui est étonnant. Et puis, il m'a parlé, bien sûr, aussi des Pygmées, parce que c'est une sorte d'encyclopédie. Youssouf Tata Cissé, c'est ça aussi. Et pour ce qui concerne les Pygmées, eh bien, il faut dire que on trouve encore des traces des Pygmées dans des pays comme le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana. On trouve encore des traces des Pygmées. Et même quand on parle de Badiangara, les populations qui sont là, mais il y a une relation aussi avec les Pygmées. Mais parce que si on tient compte des changements climatiques avec les bouleversements qui s'étaient passés, parce que la grande sécheresse, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais ça avait eu lieu il y a bien longtemps déjà. D'ailleurs, là où il y a le pétrole, c'était de la forêt. Le Sahel qui regorge le pétrole, c'était des zones boisées, des terrains boisés. Et donc, il y a eu ces grandes épidémies, durant ce bouleversement de l'écorce terrestre. Et puis finalement, on est arrivé au point où aujourd'hui, les gens se posent mille questions par rapport au Sahel, au Sahara, comment rendre plus fertile ou planter, donc régénérer. Voilà. Mais la question posée aussi par rapport aux Pygmées, et, eux aussi, ils font de la peinture. Eux, ils le font sur des écorces. Et là, ça aussi étonne. Il y a eu une exposition à la Fondation Dapper et sur la peinture des Pygmées. Et là, c'est très étonnant. D'ailleurs, le professeur Youssouf Tata Cissé aimait bien se balader dans cette fondation, dans les galeries de cette fondation. Il donnait des conférences là-bas. Et donc là, je l'ai suivi de près, d'assez près, et dans la mesure où je me rendais aussi chez lui pour échanger, discuter, approfondir mes connaissances, parce que c'est lui qui a été donc mon initiateur par rapport à tout ce qui est symbole, signe, et je lui rends vraiment hommage. Merci. Merci beaucoup. Et il m'a véritablement étonné parce qu'il a établi un certain nombre de noms avec leur signification. Et j'ai pris connaissance, mais c'est comme si il parlait des différentes langues que je connais en République centrafricaine.